Bonjour et bienvenue dans Le Monde devant soi, le rendez-vous géopolitique de Slate. Je suis Hélène de Commer, rédactrice en chef de Slate, et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, cofondateur de Slate. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Hélène. Et d'Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Bonjour Alain. Bonjour Hélène. C'est une petite musique qui n'est pas nouvelle, celle du gouvernement des juges, de la magistrature rouge, des décisions judiciaires qui seraient de nature politique. C'est une petite musique qui n'est pas nouvelle, mais dont le volume monte de plus en plus, et qu'on entend dans des pays qui ne nous avaient pas habitués à cette partition. En France, c'est Marine Le Pen qui dénonce la tyrannie des juges. Leur tort, l'avoir condamné pour détournement de fonds publics. Aux États-Unis, c'est Donald Trump qui exige la destitution d'un juge fédéral. Pourtant, on l'a appris dès l'école, la démocratie, c'est la séparation des pouvoirs. Alors, de quoi est-ce le signe quand des hommes et femmes politiques s'en prennent à l'institution judiciaire ? C'est ce dont on va parler dans cet épisode du Monde devant soi. Pour commencer, Jean-Marie Colombani, j'aimerais qu'on revienne sur la condamnation de Marine Le Pen et surtout sur sa réaction. Donc très rapidement, elle a été reconnue coupable lundi 31 mars de détournement de fonds publics dans l'affaire des assistants parlementaires du Front National. Elle a été condamnée à une peine de 4 ans d'emprisonnement, dont 2 ans ferme, 100 000 € d'amende et 5 ans d'inéligibilité. Le soir même, elle était au journal de TF1 et elle a dénoncé une décision politique. Des pratiques, je la cite, que l'on croyait réservées au régime autoritaire, et elle a dit « L'état de droit a totalement été violé ». Pourquoi est-ce que Marine Le Pen use de cette rhétorique ? Alors d'abord, elle use exactement de la même rhétorique que son père, Jean-Marie Le Pen, quand il avait été condamné dans des affaires un petit peu comparables et où il avait sorti exactement les mêmes arguments, se plaignant de la justice et contestant le caractère démocratique du système français. Donc ça, c'est une référence qu'on ne peut pas ne pas rappeler parce que c'est vraiment pratiquement le verbatim. Mais là, en l'espèce, ce qui crée la colère de Marine Le Pen, et qui est le problème posé par cette condamnation, c'est le fait qu'elle soit condamnée à l'inéligibilité. Bon, elle ne peut plus être élue, et ça, c'est une sanction qui s'applique en principe automatiquement, mais qui a pour effet de geler sa participation à l'élection présidentielle. Par exemple, si l'élection présidentielle avait lieu dans 8 jours, le fait que cette notion lui soit appliquée immédiatement la prive de pouvoir candidater. Et donc c'est là qu'il y a un problème démocratique, qui est que l'effet de cette sanction, l'effet de la peine complémentaire, parce que l'histoire de l'éligibilité, l'inéligibilité, c'est une peine complémentaire, la peine principale étant la condamnation de la prison et de la prison ferme, que la polémique actuelle met entre parenthèses, mais c'est bien là le cœur du problème. Donc le fait qu'elle ne puisse pas être candidate, ça l'autorise à dire, voilà, la démocratie est bafouée parce que les millions et les millions, dit-elle, de gens qui votent pour elle ou qui voteraient pour elle en seraient empêchés. C'est un vrai problème qui est posé aux législateurs, puisque l'application par le juge de cette disposition est dans la loi. Et que, par ailleurs, les condamnations qui lui sont opposées sont des condamnations que tout le monde voyait venir, tant le dossier du détournement de fonds public, de fonds européens au bénéfice du parti de Marine Le Pen est avéré. Il n'y a aucun doute sur la matérialité des faits de ce point de vue-là. Par ailleurs, on peut faire 2 remarques. D'une part, en dehors du fait que la réaction d'une extrême virulence, attaquant nommément d'ailleurs les magistrats, provoquant d'ailleurs une atmosphère extrêmement électrique et extrêmement tendue, ça, je vais dire, c'est propre au Rassemblement national. Ce qu'il faut ramener aussi dans le contexte dans lequel on est, c'est un contexte où de plus en plus de voix à droite, pas seulement à l'extrême droite, mais à droite, mettaient en cause un certain nombre d'éléments de l'état de droit. Par exemple, il y avait une critique de plus en plus forte contre le Conseil constitutionnel, une critique des juges, on parlait du gouvernement des juges, et à chaque fois on aboutissait aux mêmes conclusions, c'est-à-dire que ce n'est pas les juges qui doivent décider de ce que le peuple souhaite. Et donc on opposait le peuple souverain aux juges pour dire l'état de droit c'est tout simplement le peuple souverain, alors que c'est évidemment au cœur du problème qui sépare la démocratie telle que nous la connaissons de la démocratie dite illibérale telle que l'a théorisée et pratiquée Viktor Orban par exemple en Hongrie.
Donc voilà, c'est à la fois une question immédiate qui connaîtra une nouvelle étape importante au moment de l'examen de l'appel, puisque Marine Le Pen fait appel, et au moment de l'appel, soit la Cour d'appel confirme, soit elle infirme. Si elle confirme, elle peut confirmer la peine principale, mais elle peut atténuer ou faire disparaître l'inéligibilité, ce qui évidemment permettrait à ce moment-là à Marine Le Pen d'être candidate. Et donc là, le problème démocratique disparaîtrait. Mais pour le moment, on ne sait pas ce que sera le jugement de la Cour d'appel. Mais voilà à peu près où nous en sommes. Le peuple d'extrême droite, celui qui se reconnaît dans Marine Le Pen, ne serait pas privé de candidat, car il y a un plan B, et ça c'est tout le problème politique qui est posé aujourd'hui à Marine Le Pen. Ce plan B, c'est Jordan Bardella, et quand on regarde les sondages, Jordan Bardella fait le même score que Marine Le Pen. Donc ce peuple-là ne serait pas privé de représentation, puisqu'il y aurait un candidat alternatif qui, lui, n'a été condamné nulle part. C'est l'argument qu'on pourrait opposer. Mais il n'en reste pas moins que cette histoire d'inéligibilité qui est uniquement le résultat de lois successives. Et de lois successives qui ont été établies dans des périodes où on considérait qu'il fallait absolument, pour réconcilier les Français et la politique, faire preuve d'une grande transparence, d'une très grande rigueur, d'une telle rigueur que Marine Le Pen, à l'époque des discussions de cette loi, proposait elle-même une inéligibilité à vie, considérant que les sanctions en l'état n'étaient pas assez forte. Oui, alors, donc c'est bien que c'est à géométrie variable absolument, selon sa situation personnelle à elle. Oui, aujourd'hui, elle est un peu rattrapée par ses propos. En tout cas, elle est mise en porte-à-faux par rapport à cette volonté d'en vouloir toujours un peu plus dans la sanction. Aujourd'hui, c'est elle qui est rattrapée par la sanction. Et le tribunal a justifié l'exécution immédiate en disant que, comme tout justiciable, les élus ne bénéficiaient pas d'un régime de faveur. Oui. Alain Frachon, cette nuit, on a vu Donald Trump, le président américain, et J. Evans, son vice-président, soutenir Marine Le Pen en disant « Libérez Marine Le Pen » et en dénonçant une chasse aux sorcières. Est-ce qu'ils ont la même conception de l'état de droit que Marine Le Pen ? Sans doute assez largement, avec évidemment les spécificités américaines. Et les arguments qu'ils utilisent sont les mêmes, c'est-à-dire les juges qui ne sont pas élus n'ont pas à faire la politique. Et c'est assez curieux d'ailleurs parce que on dit comme ça, les juges font partie de cet état profond ou des élites non élues comme les technocrates, et c'est eux qui finissent par faire de la politique. Mais vous remarquerez que dans un cas comme dans l'autre, que ce soit Trump ou Marine Le Pen, on n'accuse jamais les législateurs, ceux qui font les lois. Comme si eux, ils n'avaient rien à se reprocher. En 2016 et en 2017, on vote 2 lois successives sur cette question, comme l'a dit Jean-Marie. Et à cette occasion, les députés du Rassemblement national ou du Front national, plus du Rassemblement national, ont été les plus radicaux. Donc, si vous voulez, c'est assez curieux. On s'en prend aux juges et non pas aux législateurs. Et le juge dit que lui, il applique la loi. Et c'est vrai aux États-Unis comme en France. Mais oui, c'est la même conception. Oui. C'est la conception, disait Jean-Marie, de la démocratie illibérale. C'est-à-dire que si vous êtes élu président, chef de parti et donc Premier ministre dans les systèmes parlementaires, eh bien, l'État vous appartient. Et Trump dit « mes juges ». Mes généraux, mes policiers, très régulièrement. Et il ne comprend pas qu'il puisse y avoir une indépendance de certains éléments du pouvoir exécutif. Or, c'est ce qu'a voulu la Constitution et c'est ce qu'a voulu ensuite le Congrès. C'est-à-dire que le Congrès estime que le pouvoir exécutif ne se résume pas au président. Il y a d'autres corps de l'État non élus qui exerce une partie du pouvoir exécutif et qui contrôle l'action de l'administration. Et donc, Trump, la première chose qu'il fait, c'est de mettre la main sur le ministère de la Justice. Et c'en est fini aux États-Unis de l'indépendance du département de la Justice pour une partie de son travail qui est d'être le procureur général. Celui qui décide de poursuivre au nom de l'intérêt général ou non, l'attorney général. Aux États-Unis, le ministre, c'est l'attorney général. Évidemment, il y a un corps de procureurs fédéraux pour l'aider, mais enfin, voilà. Et donc ça, c'est la première chose qu'il a fait, en nommant à la tête une procureure qui est une militante républicaine, une militante MAGA, Trumpiste, Pam Bondi, de Floride, comme ils viennent tous de Floride, et qui, elle, a déjà commencé à faire la chasse aux sorcières, je renvoie à l'expression, la chasse aux sorcières, à tous les procureurs, à tous les enquêteurs, à tous les magistrats,
qui, de près ou de loin, ont eu à enquêter sur Trump pour l'assaut donné au Congrès le 6 janvier. Et en général, ils en ont mis dehors un certain nombre. Et donc, vous voyez, l'État m'appartient. Cette idée que l'action de l'État dans une démocratie est contrôlée, a des pouvoirs et des contre-pouvoirs, leur est totalement étrangère. Ce qui leur est étranger fondamentalement, et c'est là où ils se rejoignent, c'est ce qu'on appelle la hiérarchie des normes. Vous savez, le suffrage universel est modulé, nuancé dans une démocratie, nuancé par la hiérarchie des normes et par la séparation des pouvoirs. C'est-à-dire que le suffrage universel ne va pas... Il a lieu, certes, il met en place des autorités, mais qui agissent avec des contre-pouvoirs, qui ont aussi leur légitimité. Et donc, la hiérarchie des normes, c'est la Constitution d'abord, et ensuite seulement la loi. Et après, l'application de la loi par l'exécutif. Règlement, décret, directive, tout ce que vous voulez. C'est ça la hiérarchie des normes. Et elle est destinée à protéger les citoyens et à les protéger de ce que peut décider la majorité. Bien sûr. Et on s'en félicite dans certaines circonstances de l'histoire, d'avoir ce type de contrôle et de contre-pouvoir. Donc voilà, non, je pense que ça se ressemble. Je ne voudrais pas tomber non plus dans la théorie de la conspiration, mais dire quand même quelque chose qu'on ne dit pas assez, je crois. C'est qu'il y a une internationale informelle de l'ultra-droite, avec un héros, Viktor Orban. Les 2 grandes réunions des conservateurs américains de ces dernières années ont eu lieu au bord du Danube. Viktor Orban qui a été le premier chef d'État à réagir publiquement après la condamnation de Marine Le Pen en disant qu'elle était scandaleuse. Bien sûr qu'elle est scandaleuse, voilà. Alors bon, vous pouvez continuer à comparer. La Cour suprême américaine s'est trouvée exactement dans la même situation que le tribunal qui vient de rendre son verdict dans l'affaire de Marine Le Pen. C'est-à-dire la Cour suprême, elle avait à décider si 3 des poursuites criminelles pour lesquelles Trump est incriminé, c'est-à-dire le vol des documents de la Maison-Blanche, le 6 janvier, et en Géorgie, dans l'État de Géorgie, où il a réclamé, et il y a des écoutes téléphoniques qui le prouvent, qu'on lui trouve 11 000 voix pour lui assurer sa victoire. Donc il y a 3 inculpations criminelles, 3 infractions à la loi, pour lesquelles il est inculpé de crime. OK ? Eh bien, la Cour suprême s'est arrangée pour que les procédures, dans ces 3 cas, prennent tellement de temps que le procès ne puisse avoir lieu qu'après les élections. Autrement dit, c'était une façon de dire, ce n'est pas à nous, magistrats, de décider de l'élection. Et donc, ce n'est pas à nous de dire qu'on ouvre une de ces procédures. Parce qu'il aurait suffi qu'une seule de ces procédures aboutisse à une condamnation, et à mon avis, les 3 auraient abouti à une condamnation par un jury populaire, naturellement. Il aurait suffi qu'une seule de ces procédures aboutisse à une condamnation pour qu'il soit inéligible. Autrement dit, ils ont dit, il est populaire, il est le candidat de son parti, il a des possibilités de l'emporter, et donc on va décaler les procédures de justice. Autrement dit, les gens ont, en toute connaissance de cause, élu un repris de justice à la Maison-Blanche, puisqu'il a été condamné dans une autre affaire, celle de Stormy Daniels, à New York. Et ils ont estimé, pour la peine, il doit la faire après, en sortant de la Maison-Blanche. Voilà, on peut dire tout le contraire. On peut dire que laisser la possibilité d'élire quelqu'un qui a été condamné par la justice de son pays, c'est déjà diminuer sa légitimité lorsqu'il exercera le pouvoir. C'est le cas d'ailleurs de Donald Trump. Sa légitimité au regard de plein d'Américains est plus que douteuse. Plus que douteuse parce que c'est un repris de justice. Voilà, si vous voulez, le type de situation et la manière dont la Cour suprême s'est résolue à trancher. On peut dire que c'est une faillite des institutions. Moi, je pense que c'est une faillite des institutions parce que, si vous voulez, de quoi dépend ce régime ? Imaginez que Marine Le Pen fasse 5% dans les suffrages. Alors, si elle fait 5% dans les suffrages, on peut la déclarer inéligible. Mais si elle fait 37% dans les suffrages, c'est un scandale de la déclarer inéligible. Mais ça veut dire quoi, ça ? On sort totalement des normes de l'état de droit et de la démocratie par ce type de procédure. Et en plus, on s'en prend aux juges alors qu'on devrait s'en prendre aux législateurs. Alors il y avait déjà de toute façon en préalable à cela une ambiance en France qui était assez largement hostile à la magistrature et aux magistrats, que l'on est toujours prompt à soupçonner de liens politiques. Et l'argumentaire sur les liens politiques, c'est toujours de mettre en avant le syndicat de la magistrature, lequel syndicat, certains délégués du syndicat de la magistrature avaient affiché ce fameux mur des cons, sur lequel figuraient les photos et les noms d'un certain nombre de gens qui étaient réputés
devoir être pourchassé par la justice, donc c'est ce qui est objectivement scandaleux, évidemment, mais qui a tout de suite fait naître des polémiques sur les magistrats en général, même un élu demandant même que soit interdit l'adhésion au syndicat de la magistrature. Donc il y a cette ambiance-là. Il y a eu la condamnation très très lourde aussi de Nicolas Sarkozy, qui est aujourd'hui sous bracelet électronique et qui faisait dire à un certain nombre de gens que cette condamnation aussi était politique. Plus en des tas de cercles de réflexion à droite, à mi-chemin entre la droite et l'extrême droite, encore une fois, qui mettaient en cause le fait qu'il puisse y avoir une Cour suprême, qu'il puisse y avoir un Conseil constitutionnel qui soit au-dessus de, entre guillemets, de la volonté populaire. Petit à petit, il y a tous les éléments d'une contestation assez radicale de l'état de droit en France. Et Marine Le Pen, elle inverse un petit peu les arguments en prenant à son compte la défense de l'état de droit et en disant que si elle est empêchée, c'est l'état de droit qui est méprisé. Oui, il y a un qui renversement, n'est pas, puisque cette défense de l'état de droit voilà. est utilisée à la fois par ceux qui sont non pas satisfaits, mais qui comprennent la décision de justice, et par ceux qui sont outrés par cette décision de justice. Donc chacun tire à la couverture à soi sur l'état de droit. C'est quand même une sorte de novlangue, là. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que ça fait 10-12 ans que cette affaire existe. Ça fait donc 10-12 ans que les responsables du Rassemblement national savent qu'ils sont en infraction. Ça fait 10-12 ans qu'ils persistent dans l'exercice de cette infraction. Et donc, pour les observateurs, la condamnation de Marine Le Pen dans cette affaire ne faisait aucun doute, tant l'infraction était à la fois matérialisable, avérée, moins 4,5 millions d'euros soustraits à l'Union européenne. Le système de défense de Marine Le Pen consistant à dire, mais en France, nous n'avons pas la même vision des assistants, puisque les assistants parlementaires en France, ils font de la politique, et il est normal qu'ils fassent de la politique, alors que pour le Parlement européen, les assistants parlementaires doivent travailler au Parlement européen, pour un parti certes, mais au Parlement européen, et non pas être soit majordome, soit chauffeur, soit ainsi de suite. Et donc, ils ont voulu, au fond, sacraliser un petit peu ou faire admettre leur conception qui n'est pas celle du Parlement européen. Pas de chance, ils siègent au Parlement européen et ils doivent quand même respecter les réglementations du Parlement européen que par ailleurs tous les autres partis respectent. Donc ça aussi, ça rend un petit peu les choses prévisibles. Maintenant, on est dans un tourbillon, dans une virulence, avec l'appel à une manifestation dimanche, avec des paroles extrêmement virulentes, hostiles aux juges, avec des menaces de mort sur les juges qui ont jugé Marine Le Pen. Donc on est en train de changer, en effet, de paysage. Et cette façon aussi que le Rassemblement national a eu de vouloir à tout prix faire valoir sa conception des choses, c'est ça aussi qui a ralenti l'affaire, puisqu'ils ont déposé nombre de recours en allant jusqu'à la Cour de cassation. Donc tout ça aussi a fait que l'instruction a duré très longtemps et qu'on est arrivé à ce tel calendrier de 2 ans avant la présidentielle. Et maintenant, ils disent, comme par hasard, ça arrive 2 ans avant la présidentielle, ça nous est préjudiciable, alors que c'est quand même eux aussi qui ont tout fait pour faire ralentir l'instruction. D'une certaine façon, oui. Là, c'est vraiment tel est pris qu'ils croyaient prendre. Et par ailleurs, on a aussi pour le Rassemblement national un risque de retour en arrière, c'est-à-dire un risque de retour à un parti radical, très loin du mouvement modéré, policé, dédiabolisé que souhaitait faire apparaître Marine Le Pen. Et ça, cet aspect-là des choses va être renforcé par ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire le soutien de Donald Trump, libérer Marine Le Pen, le soutien du Kremlin, donc le soutien de Poutine, en gros le soutien de tous ceux qui veulent du mal à la France et à l'Union européenne, le soutien d'Elon Musk évidemment, et donc tout cela c'est, comme l'a dit l'ancien Premier ministre Jean-Pierre Raffarin, qui se ressemble, s'assemble. Et donc ça ramène au fond le Rassemblement national dans le camp de l'extrême droite et d'une extrême droite radicale. Alain, je voulais qu'on revienne sur l'international autocrate que vous mentionniez tout à l'heure. Donc, outre le Kremlin mentionné par Jean-Marie, il y a aussi Matteo Salvini, des élus de l'AfD, parti d'extrême droite en Allemagne, qui ont témoigné leur soutien à Marine Le Pen, Geert Wilders aux Pays-Bas, et j'en passe. Ce sont tous des responsables politiques nationalistes qui ont critiqué en première ligne cette fameuse peine d'inéligibilité immédiate. Est-ce que ce climat européen, mondial,
non seulement conforte Marine Le Pen, mais peut aussi nous inquiéter, nous, citoyens des démocraties. Je crois qu'on peut faire deux remarques. D'abord, ce type de solidarité internationale existe à gauche. On a eu l'internationale socialiste, on a même eu l'internationale tout court, c'est-à-dire les partis communistes. Je vous rappelle que le Parti communiste français était quasiment structurellement lié au Parti communiste d'Union soviétique. Le Parti communiste italien s'en est détaché de cette dépendance à l'égard de l'Union soviétique, mais le Parti communiste français a été le dernier à le faire. Pour ce qui est des socialistes, donc une autre grande branche de la famille de gauche, on a eu l'Internationale socialiste, qui a joué un rôle aussi. L'Internationale socialiste a joué un rôle en Espagne, elle a joué un rôle en Allemagne, elle a joué un rôle en Italie, par pression. Et l'Internationale socialiste était composée à la fois de partis socialistes qui étaient dans l'opposition, mais aussi venaient à l'Internationale socialiste des chefs de gouvernement qui étaient socialistes. Donc on a eu ça à gauche aussi, parce qu'ils se retrouvaient sur ces partis, ces hommes, ces femmes, se retrouvaient sur un certain nombre de principes. Donc on a la même chose là. C'est plus inorganisé, c'est plus informel, mais on voit bien le socle commun. Le socle commun, c'est on est contre l'Union européenne, on est contre l'OTAN aussi, et enfin ils sont pro-russes. Enfin ils sont pour la Russie de Vladimir Poutine. Et là, c'est avéré, les preuves sont multiples, et on voit bien aussi ce qui les séduit chez Vladimir Poutine, le nationalisme, une manière d'associer la religion à la politique, de diminuer la séparation de l'Église et de l'État, si vous voulez, et une manière de conservatisme sociétal aussi. Donc, on voit bien ce qui les rejoint. Ces trois points, Union européenne, OTAN, Russie, les soudent. Et aussi une réflexion qui a abouti à la démocratie illibérale. Cette réflexion, c'est la suivante. Compte tenu des contraintes qui pèsent sur les démocraties libérales aujourd'hui, sur les gouvernements tels qu'ils fonctionnent dans la démocratie idéale, compte tenu des contraintes énormes qui pèsent aujourd'hui sur eux, qui n'étaient pas ce qu'il y avait dans les années 50, ni dans les années 60, jusque dans les années 80, c'était un environnement complètement différent, notamment sans la Chine, un environnement économique et un environnement climatique, on s'en est aperçu très tard, problématique aussi, donc complètement différent. Eh bien, la démocratie ne fonctionne plus. Et elle donne l'impression aux électeurs que ce n'est pas en changeant de majorité qu'on arrive à changer de politique. Et dit, c'est ça qu'il faut changer. C'est ça qu'il faut changer. C'est Trump. C'est typique de Trump, ou c'est Erdogan, si vous voulez. Mais c'est pour changer de politique, pour avoir une politique de rupture, il faut pouvoir imposer des mesures plus ou moins radicales, sans qu'elles soient discutées, sans qu'elles fassent l'objet d'un compromis, sans qu'elles fassent l'objet d'une négociation. À l'opposé de cette théorie, et moi je me situerais plutôt, si j'ai apporté un jugement à l'opposé de cette théorie, vous pouvez dire que certes, nous fonctionnons laborieusement, certes, nous fonctionnons, nous, démocratie libérale, nous fonctionnons lentement, certes, nous fonctionnons de façon la moins glamour possible, certes, nous privilégions le compromis plutôt que la rupture, c'est vrai, mais cela nous permet de tenir compte de la complexité de nos sociétés et de faire que cette complexité ne se traduise pas en violence. Autrement dit, nos mécanismes qui paraissent lourds, qui paraissent inefficaces, etc., intègrent nos contradictions et la complexité de nos sociétés. Et donc, voilà les deux écoles. L'école informelle de cette solidarité des partis d'ultra-droite penchant pour la démocratie illibérale. Elle n'a pas beaucoup de preuves à amener sur la table. La gestion de l'économie par Viktor Orban, c'est pas terrible. La gestion de la démographie, c'est pas terrible non plus. La seule gestion qui marche, c'est les murs, les frontières, et on reste entre Hongrois. L'immigration est limitée, quasiment interdite. Enfin, il y a une immigration traditionnelle de Russie et d'Ukraine, mais pas grand-chose. À part ça, ils n'ont pas grand-chose à mettre sur la table. Pas grand-chose. Et si on regarde un choc extérieur aussi fort que celui du Covid, qu'est-ce que les démocraties illibérales ont à mettre sur la table ? Zéro. Moins efficaces que les démocraties libérales, moins performantes que les démocraties libérales, sans compter le fait que les vaccins sont nés dans les démocraties libérales. Ils sont pas nés en Chine, ils sont pas nés en Russie. Le vaccin russe, personne n'a voulu le tester. Le vaccin chinois, il s'est avéré très faible. Le bilan du Covid en Russie, c'est terrible, probablement 1 million de morts.
Donc, si vous voulez, qu'est-ce qu'ils amènent sur la table pour prouver que la démocratie libérale est la seule à même de tenir compte d'un nouvel environnement qui est particulièrement difficile pour l'exercice du pouvoir politique? À mon avis, pas grand-chose. Bon, voilà une chute qui nous laisse raisonnablement optimistes malgré tout, Alain Frachon. Merci beaucoup pour vos analyses. Merci beaucoup Jean-Marie Colombani également. On se retrouve mardi pour une interview du Monde devant soi. À bientôt. Merci Hélène. Merci Hélène. Le Monde devant soi est un podcast produit par Slate Podcast. Production éditoriale et présentation, Hélène Decomer. Prise de son, montage et réalisation, Aurélie Rodriguez.